Cette semaine, ce n'est pas uniquement Donald Trump qui a affolé les marchés. LVMH, Kering, Hermès ou encore Dior, les géants du secteur vacillent. Entre résultats décevants, croissance molle et des ventes qui patinent, c'est tout un pan du CAC 40 qui hésite avec eux. Alors, est-ce que c'est la fin du secteur du luxe? Faut-il profiter des baisses pour investir sur du long terme? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire qui s'intitulera cette semaine la chute du luxe. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours à activer la clochette et bien sur cette vidéo YouTube afin de recevoir une notification dès lors que je publie de nouvelles vidéos. Et pour celles et ceux qui veulent se former, vous avez tout sur le site lepodcastdelabourse.fr, un espace membre qui est gratuit, vous avez vu, qui s'enrichit de plus en plus. Je ferai un jour un zoom sur l'espace membre. Donc n'hésitez pas à rejoindre pour celles et ceux qui veulent se former de manière continue et gratuitement. Et pour celles et ceux bien sûr qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez nos programmes d'accompagnement, nos célèbres programmes MTT Trading Premium et MTT Découverte pour vous donner accès à l'essentiel des marchés. Je remercie chaleureusement mes partenaires qui m'accompagnent dans la création de ces contenus 100% gratuits. On attaque avec le contenu de cette vidéo qui va être très riche. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses à dire, même si on va faire tout particulièrement dans cette vidéo un petit focus sur, bien entendu, la news de la semaine, et notamment la baisse qui s'est poursuivie sur LVMH. On verra donc ces valeurs-là en priorité, du moins pour commencer. Il y aura toujours, bien sûr, la partie éco-macro plus la question de la semaine. Je sais que ce sont des parties que vous aimez beaucoup. On parlera bien entendu du CAC et du CAC Small. On parlera donc des valeurs du luxe, LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal, Christian Dior. On ira voir Stellantis, Engie, Air Liquide également, Eurofins Scientifique, ASM International et Holding, ID Logistique, Renault, Carrefour, Pluxee qui bouge beaucoup en ce moment, Esso, Katana très décevant, Katana j'y reviendrai, Forvia, Stif, Vallourec également, Crédit Agricole, Sartorius, Aéroport de Paris qui a touché une zone de long terme, vous vous souvenez qu'on attendait depuis longtemps et qui a bien rebondi, on le verra. ICAD, MJ Digital, Bonduel qui était le titre à suivre de la semaine dernière, on va faire le suivi. Euraseo, on partira bien sûr aux États-Unis avec ma chouchou Amazon, on parlera de Arista Network, Taiwan Semiconductor, Alibaba, Ferrari, alors je le mets, vous avez conscience que c'est l'Italie, mais on regardera la cotation NICE pour Ferrari, Broadcom, Nvidia. Alors il y aura deux titres à suivre. Comme il n'y en avait pas beaucoup en tendance haussière, je vous ai pris deux contre-tendances, vous verrez. Et puis bien sûr, on terminera par le screener Trend Following. Comme d'habitude, je tiens bien entendu à vous remercier. J'en profite pour activer ma caméra, c'est mieux de vous remercier de vive voix, mais surtout de visu. Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux
À titre d'information, on est plus de 60 000, vous êtes plus de 60 000 aujourd'hui à me suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, la newsletter, Instagram, Twitter bien évidemment, et autres réseaux. Donc merci beaucoup pour ce soutien. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors les anciens que je salue tout particulièrement, qui laissent semaine après semaine des commentaires, qui citent également les vidéos sur les différents réseaux, etc. Donc merci beaucoup pour ce soutien-là, ça donne une force inouïe. C'est vrai que ces dernières semaines ont été très animées, très fatigantes, très énergivores, mais malgré tout, eh bien, je suis plus motivé que jamais. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a de très très belles surprises que je vous réserve pour dès la semaine prochaine, vous verrez. Je vous en dirai un tout petit peu plus la semaine prochaine, un peu de patience, mais il y a des choses qu'on va faire tous ensemble qui vont être absolument géniales. Allez, on passe à l'actualité. Merci encore. On passe à l'actualité. Bien sûr, l'actualité. Alors, je vais passer quand même rapidement parce que bon, voilà, vous connaissez le contexte. LVMH, la chute, des résultats quand même très décevants. Je vais y revenir sur les slides suivants. Donc, on a effectivement un géant, hein, LVMH, qui est en grande difficulté. Alors, tout est relatif, hein, grande difficulté. On n'est pas sur une entreprise qui va faire faillite quand même, n'exagérons rien. Mais effectivement, les performances sont dès lors beaucoup plus hésitantes. Depuis le 1er janvier, c'est moins 23% de performance. Depuis un an, c'est moins 40%, et depuis même 3 ans, c'est moins 23%. On se souvient, il y a quelques mois à peine, hein, sur les plus hauts historiques, du nombre de Fred qui pullulait sur, c'est le mot, sur les différents réseaux sociaux en nous expliquant que la valorisation était élevée, mais que c'était justifié, puisque la croissance l'était aussi, mais comme toutes les valeurs, à un moment donné ou à un autre, eh bien, elle traverse aussi des crises où la croissance eh bien, se normalise. Et donc, c'est exactement ce que l'on voit ici, le petit résumé. On a une croissance qui se normalise. Et donc, quand vous payez une valeur extraordinaire avec une croissance normale, eh bien, ça en fait, quand vous payez une valorisation un peu chère avec une croissance qui, elle, est beaucoup moins spectaculaire, eh bien, forcément, c'est beaucoup moins intéressant pour les investisseurs. Voilà. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, LVMH, pas qu'aujourd'hui, hein, depuis des mois, LVMH est globalement sanctionné. Et là, vous avez tout l'inverse qui se passe sur les réseaux, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vous expliquaient il y a moins d'un an que LVMH était la valeur, ou grosso modo, si vous n'aviez pas du LVMH en portefeuille, vous étiez un idiot, hein, il n'y avait pas d'autre mot. Et bien aujourd'hui, ces mêmes personnes nous expliquent que si vous avez du LVMH en portefeuille, cette fois-ci, vous êtes également un idiot. Je pense que la vérité est un peu au milieu des deux, et on y reviendra bien sûr techniquement, notamment. Et avec les zones d'opportunité d'investissement notamment. Elle, par contre, Hermès est beaucoup plus résiliente, des résultats qui sont pareil, je trouve un petit peu moins spectaculaires, mais qui sont quand même extrêmement bons. C'est d'ailleurs ce qu'a interprété le marché, on le verra aussi techniquement, même si c'est une valeur chère. Voilà. Le marché, pour le moment, ne sanctionne pas, entre guillemets, puisque les résultats sont quand même excellents. Donc, voilà, grosso modo, il n'y a pas de progression, mais il n'y a pas non plus de grandes sanctions à ce stade pour Hermès. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Hermès devient la plus grande market value en France, hein, bien sûr, dépasse LVMH, entre voilà, la constance, on va dire, de Hermès et la baisse de LVMH. On a donc désormais un leader qui s'appelle Hermès. Donc, on le voit également sur ces différentes slides, voilà, hein, les géants, hein, du luxe. Donc vous allez retrouver bien sûr Kering, LVMH qu'on va analyser. Vous avez bien sûr Richemont, Ferrari qu'on va regarder, Kering, Moncler, Prada, etc., etc. Bon, voilà, grosso modo. Donc voilà, sur la partie luxe, moi, fondamentalement, mon avis, il est celui-ci, c'est que c'est toujours le même, c'est-à-dire que, encore une fois, il vous faut faire extrêmement attention
aux valorisations. Je sais que lorsque les marchés sont au plus haut, la dernière chose qu'on regarde notamment c'est le PER, mais pour moi ça reste quand même un indicateur, alors qui dit pas tout bien sûr, hein, fondamentalement, mais quand même qui permet de savoir sur quel niveau de valorisation nous sommes, pour notamment des gens qui veulent pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse fondamentale. Il faut regarder la croissance, il faut regarder la dette, il y a plein de choses à regarder bien entendu, mais malgré tout, voilà, aujourd'hui, malgré la baisse, on a LVMH qui se paye toujours sur, je crois, un PER de 20 ou 21 pour une valeur qui fait pas de croissance. Donc, il est difficile d'imaginer à court terme, hein, je parle là, à court terme, il est difficile d'imaginer qu'on va revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur des nouveaux plus hauts historiques, très difficiles. Il faudrait un miracle, donc moi à titre personnel, je n'y crois pas maintenant, et on le verra techniquement, maintenant, oui, je pense que on commence à revenir sur des premières zones dans un objectif 5 ans, 8 ans, des premières zones qui peuvent être intéressantes pour pouvoir commencer, voilà, je dis bien commencer à accumuler un petit peu de position sur cette valeur-là, notamment. On fera les 4 et vous regardez Dior aussi, hein, notamment, qui est à regarder. Donc voilà sur la partie luxe. La semaine dernière, je vous avais, je crois que c'est la semaine dernière, oui. Oui, je crois que c'est la semaine dernière. Vous avez montré un graphique qui vous expliquait que, par rapport où nous étions sur les plus bas récents, les probabilités que à partir de ces points bas, on ait dans un an eh bien, des performances positives à 86% de mémoire étaient réelles. Mais attention, parce que où je me suis mal exprimé, où il y a eu des raccourcis, je n'ai pas dit que ça voulait dire que notamment le S&P 500 allait finir positif. J'ai dit positif par rapport à ce point bas précis, d'accord? C'était notamment sur le graphique du VIX, vous vous souvenez, où on avait dit des excès dans le VIX, eh bien signifiait généralement 12 mois plus tard qu'on avait, à partir de ces points bas-là, on avait une performance positive. En revanche, et c'est ce graphe-là du coup, parce que ouais, j'ai fouillé, du coup j'ai trouvé ce graphe-là qui est hyper intéressant également. Lorsque l'on a un drawdown de plus de 15%, je crois qu'on est allé jusqu'à 18 de mémoire ou 20 sur le S&P 500, je ne sais plus, peu importe. Mais en tout cas, eh bien, on a très peu de chances de finir l'année en positif sur le S&P 500. C'est-à-dire que grosso modo, hein, on le voit, alors je ne sais pas combien d'occurrences, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, donc sur 17 occurrences depuis 1957, eh bien, effectivement, vous avez fini l'année de manière positive uniquement 3 fois. Alors j'ai 17, mais celle-là est en cours, donc on va dire 16 occurrences. Eh bien, vous avez fini l'année de manière positive uniquement 3 fois. Donc ça fait pas lourd, hein, quand même. Ça fait pas lourd. Donc voilà, c'est à noter. Par contre, ce qui est assez intéressant, vous voyez, c'est que, alors, hormis peut-être voilà, une fois, 2 fois, je crois que c'est à peu près tout, peut-être aller 3 fois si on prend le 19, il n'y a eu que 3 fois où on a baissé de manière assez forte, quoi, là, plus de 20%, quoi, hein. Un petit peu plus, peut-être 20%, donc une fois, 2 fois, 3 fois, allez, on va dire même 4 fois, 4 fois sur 16. Donc voilà, vous avez grosso modo 25% de chances de faire une performance par rapport aux données historiques, hein, bien sûr, hein, 25% de chances de faire une performance sur le S&P 500 de moins de 20%, inférieur à moins 20%, et voilà, et vous avez très peu de chances de finir l'année en positif. Ce qui, pour moi, hein, colle à peu près, c'est-à-dire que j'avais publié la semaine dernière, je crois, un petit jeu, alors c'est sur le Nasdaq, mais on aurait pu faire le même jeu sur le S&P 500, c'est voilà, d'imaginer un petit peu la performance finale à l'année sur le S&P 500, alors on me demandait mon avis, alors c'est un avis, voilà, mais bon, voilà, si je dois me mouiller, moi je pense que grosso modo, encore une fois, mon scénario sur les indices, c'est qu'on attaque, voilà, on attaque de gros ranges, de grandes figures de long terme sur les indices, sur les gros indices américains. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas, alors sauf évidemment un événement majeur, voilà, nouvelle crise de la dette énorme, etc. évidemment, mais globalement, si on reste comme ça, ou guerre avec la Chine, j'en sais rien, mais globalement, si on reste comme ça, moi je pense que voilà, on devrait avoir une performance entre moins 20, grosso modo, ce qu'on a eu sur les plus bas, et 0. Voilà, je pense qu'on aura une performance négative cette année sur les indices américains.
notamment sur le S&P 500. Mais voilà, si je pense qu'on devrait éventuellement finir à voilà, peut-être moins 10, peut-être moins 12, peut-être moins 8, mais dans ces eaux-là. Pour moi, voilà, si je devais me mouiller, entre guillemets, je pense que c'est ça, parce que je pense que le marché est en train, en fait, vous le savez, hein, c'est ma théorie, est en train de se normaliser. Voilà, est en train de se normaliser, il y avait des valorisations qui étaient élevées, il y a beaucoup moins de croissance aujourd'hui, on court derrière la croissance, il y a un ralentissement, bien entendu, sur les pays occidentaux de manière plus forte, mais globalement même dans le monde. On a un taux de natalité qui est en train également de ralentir globalement, surtout sur les pays occidentaux. Bref, tout ça fait que, bon, ben voilà, oui, nous sommes quand même des pays riches, hein, les pays occidentaux, donc il y a quand même pour moi beaucoup d'argent encore, il y a quand même encore beaucoup de flux, il y a quand même encore beaucoup d'argent qui veulent investir, et notamment en bourse. Il y a notamment également un effet de mode pour les ETF qui fait que voilà, on a quand même ce soutien en termes de flux. Mais, ma théorie, c'est que les 10 prochaines années, en tout cas minimum les 5 prochaines années, ne généreront très certainement pas les mêmes performances que les 5 ou 10 dernières sur les indices américains. Ça ne veut pas dire que ça va chuter énormément, mais je pense que voilà, un rendement de 10% par an sur les 10 prochaines années en moyenne, je pense que ça va être extrêmement difficile à tenir, sauf voilà, un élément que je n'ai pas aujourd'hui. En revanche, tout ça, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles, j'en ai de très bonnes également, notamment pour celles et ceux qui font du stock picking, notamment pour celles et ceux justement qui sortent des indices majeurs et des ETF classiques, hein, parce que, encore une fois, il y a une erreur souvent qui est dite par rapport aux ETF, beaucoup de gens disent faire des ETF c'est être très mal diversifié, c'est entièrement faux. Aujourd'hui vous avez des ETF sur absolument tout et n'importe quoi, presque je dirais, donc vous avez des secteurs géographiques, vous avez tous les pays du monde, etc. Donc vous pouvez être extrêmement bien diversifié grâce aux ETF. Donc ça, pour moi, c'est un faux problème. Par contre, oui, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il va falloir sortir un petit peu des ETF classiques type ETF S&P 500 ou ETF Nasdaq, ou même ETF World, car, alors c'est pas mal hein, ce graphique, alors voilà, tout dépend comment on l'interprète, moi je l'interprète comme ça. C'est un graphique qui montre la performance relative entre le Nasdaq, donc avec les plus hauts ici donc du Nasdaq en 2000, et donc comment dirais-je, la performance comparée à la performance donc des petites capitalisations américaines. Donc je traduis un petit peu ce graphe, hein. Ce graphique nous dit que nous avions atteint un sommet de surperformance du Nasdaq par rapport au reste des capitalisations, je vais faire simple, par rapport au reste des capitalisations, petites et moyennes capitalisations, même si là c'est plutôt les petites, mais bon, ça se rejoint quand même, et que depuis, effectivement, donc on avait eu effectivement une grosse chute de cette surperformance, donc on avait une grosse correction de cette surperformance, et là on avait eu toute une période en effet où bien, il y a eu un dégonflement hein, de la bulle, notamment la bulle Internet, et globalement, on s'aperçoit que, allez, on va dire depuis 2007-2008, nous avons une surperformance du Nasdaq qui a été extrêmement présente. Donc on vient de 15 ans de surperformance, 16 ans de surperformance du Nasdaq par rapport au reste des entreprises, des actions, etc., des petites et, notamment des petites et moyennes. Et alors c'est très intéressant, hein, on le voit, nous sommes ici aujourd'hui, qu'on est revenu au même niveau, au même excès potentiel de surperformance du Nasdaq par rapport aux petites et moyennes capitalisations. Ça va, pardon, dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire, et c'est la bonne nouvelle du jour, je pense que le stock picking et notamment le choix d'aller dans les détails et notamment sur des actions qui sortent des sentiers battus va être beaucoup plus payant. Et je pense que toutes les personnes qui ces dernières années, pardonnez-moi, se sont moquées ou foutu de la gueule plutôt des gérants de fonds qui allaient essayer de chercher de la surperformance sur des actions, etc. Et ils ont beaucoup souffert, notamment par les critiques, car on leur a dit, mais vous êtes nuls, car vous n'êtes pas capable de battre le Nasdaq. Je pense qu'on va changer de ton dans les prochaines années. Je pense notamment que les gérants de fonds et toutes les personnes qui font du stock picking vont surperformer. Voilà, c'est ma vision, je peux me tromper, bien entendu, c'est juste un avis que je vous partage. Si c'est pour faire des vidéos et pas se mouiller, c'est pas la peine. Donc je préfère, je sais que vous aimez ça,
et tout en sachant que je me trompe souvent, mais au moins j'essaye de partager mon avis. Donc mon avis, c'est que effectivement, on risque d'avoir une surperformance des valeurs à côté des valeurs classiques. J'en veux pour preuve également ici les rendements du S&P 500 depuis 1900, et on le voit, voilà, tout est cyclique, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, vous le savez, l'année dernière, je vous ai beaucoup dit, hein, il y a beaucoup de gens qui vous disaient les US ça a toujours surperformé, etc. Et je vous ai prouvé par A plus B que ce n'était pas vrai, car même les surperformances des pays occidentaux, ça a été cyclique par rapport au reste du monde. Même la surperformance des big caps par rapport aux mid and small caps, ça a été cyclique. Et les rendements également du S&P 500 suivent également ces cycles. C'est la raison pour laquelle vous avez des pics à 10-15% de performance sur le S&P, mais vous avez également des baisses à moins de 5% sur les rendements du S&P. Et je pense que oui, on a pour un cycle de 10 ans, on va dire minimum, je pense que voilà, on a eu un cycle effectivement sur le S&P 500 de surperformance, et que potentiellement ça va être beaucoup plus compliqué. Alors au-delà de la croissance, au-delà des problèmes économiques des pays occidentaux, au-delà également des différentes dettes, il y a deux sujets. Comme je vous le dis toujours, il y a deux sujets qu'il faut absolument regarder dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui vont nous accompagner finalement eh bien, dans toutes nos observations, notamment des marchés. Eh bien, le premier graphique qu'il faut suivre, bien évidemment, c'est le graphique de l'inflation. Je remercie mon ami Stéphane Mesqui, qui est un passionné d'économie comme moi, et qui est un passionné également d'analyse technique, qui m'a poussé ce graphique. Je l'avais vu passer, mais je ne l'avais pas enregistré. C'est le graphique donc, voilà, de l'inflation, etc. Et c'est un comparatif, bien entendu, c'est un comparatif de ce qui s'est passé par le passé. Avec notamment la période de 1967 à 1985 et comparatif avec la période qu'on vient de traverser, donc de 2014, avec potentiellement des projections en 2032. Et ce qui est assez étonnant, c'est vrai, c'est assez étonnant, même si l'histoire ne se répète pas, elle rime souvent. C'est le cycle. Et on voit que, au même titre que dans les années 70, nous avons eu un gros pic inflationniste. Et puis, nous avons une grande baisse, pour les raisons que vous connaissez, bien sûr, ces derniers mois. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que derrière, on a eu un nouveau pic inflationniste. Et donc ça, clairement, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Alors, à titre personnel, je pense que c'est tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait possible. Je pense que ce pic inflationniste peut être dû à bien évidemment plein de choses. Peut-être que ça peut être provoqué également par une nouvelle injection monétaire massive, voilà, qui pourrait créer une sorte de demande artificielle et donc de l'inflation. Je ne sais pas, on verra, mais ça va être très intéressant à observer. Et évidemment, hein, vous avez bien compris, une hyperinflation, ce serait extrêmement dangereux pour nous, ce serait extrêmement dangereux pour nos monnaies, extrêmement dangereux bien sûr pour tout un tas de choses. Donc ça c'est le premier élément, voilà, le premier signe noir qui pourra arriver, qu'il faut surveiller de très près. Et le deuxième, vous le connaissez, je vous le dis très régulièrement, c'est bien entendu le taux de chômage, puisque on le sait, à chaque fois que nous avons eu en effet eh bien, un taux de chômage qui est reparti à la hausse, eh bien, et un point bas qui a été dessiné, eh bien, systématiquement, nous avons eu droit à une récession. Donc, à titre personnel, j'ai toujours le même scénario. Je pense toujours que tant qu'on n'aura pas passé, voilà, cet été, eh bien, je pense qu'on n'aura pas encore, on ne sera pas certain d'éviter cette récession. Et moi, je pense que les probabilités d'une récession, y compris aux États-Unis, sont très très présentes, pour pas dire plus. Donc c'est ça qu'il va falloir observer, bien entendu, pour les prochains mois sur bien sûr sur l'économie, la macroéconomie. Pour moi, paradoxalement, je pense qu'à moyen terme, moyen long terme, une récession serait moins dangereuse pour nous qu'une hyperinflation. Parce que une récession, même si c'est toujours compliqué de s'en sortir, je pense que par le passé, ce sont des choses qu'on a su contrer. Et voilà. Par contre, une hyperinflation, ça peut avoir des conséquences. Déjà, ça peut engendrer in fine, de toute manière, une récession.
Et puis en plus, ça peut avoir vraiment de graves conséquences sur notre épargne. Donc à choisir, et c'est ce que je vous disais, je pense que Donald Trump aussi y pense beaucoup. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement agressif, etc., notamment sur les droits de douane, etc. Je vous ai déjà expliqué ces scénarios-là. Mais voilà, mais grosso modo, moi je pense que et quelque part, entre la peste et le choléra, ben, je préfère la récession plutôt qu'une hyperinflation. Tout ceci, bien sûr, est justifié également pour une prise de bénéfices, vous l'avez vu. Hein, donc on revient uniquement sur la moyenne de valorisation sur le S&P 500 à ce qu'on était en moyenne sur les 5 dernières années, pas plus. Donc on est encore loin, donc il faudrait une baisse supplémentaire de 10% pour arriver à la moyenne à 10 ans. Donc on est encore effectivement assez loin de la moyenne, on est encore sur des valorisations quand même globalement élevées. Voilà, donc pour en savoir plus, vous avez bien entendu, vous le savez, la fameuse table des investisseurs, c'est incroyable le nombre d'abonnés, on a lancé en novembre, donc ça fait quoi, 5 mois à peu près hein, qu'on a lancé la table des investisseurs, et on va arriver normalement dans les prochaines semaines à 5000 membres. C'est absolument délirant, donc vraiment merci du fond du cœur. Vous le savez, je donne beaucoup d'énergie pour cette newsletter parce que je sais que c'est un format que vous aimez. On y parle de beaucoup de choses. On a présenté notamment le portefeuille Forteresse et on fait le suivi mensuel hein, du portefeuille Forteresse. Vous le savez, c'est un portefeuille qui est accessible, qui est en automatique, gratuit bien entendu pour faire du DCA, mais du DCA intelligent, on va dire, pour limiter les drawdowns, et vous le verrez. Alors on est passé avec la chute des indices, etc., on est passé négatif depuis novembre, mais on a divisé par rapport à la baisse du S&P 500 à laquelle on se compare, la baisse a été divisée par 2,5. Donc voilà, là où on avait une baisse, je crois, de 17 ou de 18% sur le S&P 500, nous on a eu une baisse de 6%, je crois, sur et encore moins sur le DCA. Encore, je crois que sur le DCA, on doit être à moins 2. Enfin bon, voilà. Donc vraiment, on est très content parce que c'est un portefeuille qui est fait pour ça, c'est un portefeuille qui est fait pour résister. Et au-delà de ça, donc dans la newsletter, on parle bien sûr d'économie, on partage également des stratégies, gestion privée, immobilier, des outils pour LTM et la lettre mensuelle aux investisseurs écrite par des investisseurs. D'ailleurs, vous me direz, alors il y en a beaucoup qui me demandent de parler, c'est vrai que j'en parle très peu, de l'or, de l'argent, des métaux précieux. Vous me direz si c'est un sujet en commentaire qui vous intéresse. Je ferai un sondage également sur les réseaux. Et à ce moment-là, je verrai peut-être pour cet été de voilà, présenter peut-être un format sur les matières premières. Allez, on attaque avec eh bien d'abord la question de la semaine. Question eh bien intéressante. Donc question de Fort Soldi. Salut Tino. Quel ETF conseillerais-tu pour tirer parti de cette configuration? Parce que je vous montrais une configuration sur la Chine de mémoire. L'ETF PASI ou le PAEM, eh bien la réponse en fait, le mieux c'est eh bien tout simplement d'aller dans le détail. Hein. Donc c'est deux ETF qui sont proposés par Amundi. Alors je n'ai pas de partenariat particulier avec Amundi, c'est dommage d'ailleurs parce que ça pourrait être super. Mais en l'occurrence je n'ai pas de partenariat particulier. Mais par contre on va aller dans le détail de la présentation. On va commencer par le PAEM. Donc le MSCI Emerging Market. Donc c'est de l'accumulation aussi, donc voilà, là-dessus, donc vous êtes à une performance de moins 6% depuis le début de l'année, frais de gestion 0,30%, c'est très correct. Donc dans le détail des pondérations, notamment sur les valeurs, vous avez effectivement, eh bien, notamment du Tencent, hein, qui représente 4%, 5%, Alibaba, Taiwan Semi, qu'on verra d'ailleurs dans la vidéo, hein, les deux, hein, Alibaba. Voilà, vous avez du China Construction, vous avez du Beyond, vous avez du JD.com, voilà, grosso modo pour les pondérations. Ce qui est intéressant, c'est que la partie finance est représentée à 28%, biens de consommation cyclique 16%, services de com 13%, technologie de l'information 10%. Et alors ce qui est voilà, très intéressant, vous allez comprendre la différence hein, entre les deux, c'est ça notamment. Là, sur celui-ci, vous avez la Chine qui est représentée à quasiment 34%. On va dire un gros tiers de la Chine est représenté dans cet ETF-là. Au niveau des performances. Alors, je vous montre les performances, mais pour moi, il ne faut pas trop parler de performance parce que c'est pas parce que... Enfin, ça dépend de l'horizon de temps que vous allez regarder. Il y a peut-être un qui va mieux performer cette année, mais moins bien sur les 5 dernières, mais mieux sur les 10 dernières. Donc, tout dépend de votre horizon de temps. Et pour moi,
il faut pas trop regarder les performances, ça n'a pas forcément d'importance. Je vous ai mis quand même année par année les performances sur les 4 dernières années. 2020, là-dessus, on a fait 8%, 4% en 2021, moins 15 en 2022, plus 3 en 2023, et donc l'année dernière, plus 13. Pour le moment, j'ai pas regardé la performance actuelle. Ah si, je vous l'ai dit, moins 6, je crois. Mais voilà, globalement, les performances, voilà, pour moi, ne veulent pas forcément dire grand-chose. Il y a un point très positif sur cet ETF-là. Vous le voyez ici, c'est qu'il est éligible donc au PEA. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Le graphique, lui, je vous le montre, il n'est pas inintéressant. Hein. Alors c'est un graphique qui est plutôt pas mal, mais qui fait rien depuis 5 ans. Hein. Grosso modo, c'est ce qu'on a vu dans les perfs. Mais effectivement, là, voilà, on est revenu. Là, vous avez une belle zone, aux alentours des 20 notamment, hein, une belle zone peut-être d'accumulation. Et si véritablement on va plus bas, vous avez toute la zone ici des 16, qui peut être une première zone d'accumulation. Voilà pour le PA. EEM, donc le MSCI Emerging. Donc après, vous avez le deuxième, plus connu, enfin il me semble, hein, légèrement plus connu, toujours proposé bien sûr par Amundi, PEA également, le Emerging Asia. Donc il y a, alors évidemment, il y a beaucoup, vous allez le voir, hein, il y a beaucoup de choses en commun. Donc là, on a une performance actuelle qui est à moins 8. Frais de gestion, c'est la même chose, donc là, il n'y a pas de différence. Vous allez voir au niveau des valeurs représentées. Voilà, grosso modo, vous retrouvez beaucoup de mêmes valeurs, Tencent, Alibaba, Taïwan, China Construction, etc., etc. Donc là, ça change pas. Au niveau des secteurs, il y a quelques légères différences. Vous irez voir dans le détail, notamment finance, biens de consommation, etc. Mais globalement, on retrouve quand même des similarités. Par contre, la grande différence avec le précédent, hein, c'est ça pour moi. C'est, vous voyez, la Chine qui est représentée quasiment à 50% de cet ETF. Donc, en gros, pour moi, la différence, elle est surtout là. C'est de vous dire, en fait, entre les deux, est-ce que je veux pondérer davantage la Chine, comme en prenant celui-ci, ou est-ce que je veux un petit peu plus d'équilibre, et à ce moment-là, ça va être plutôt sur le précédent. Au niveau des performances, pareil, je vous montre, mais voilà, globalement, 17% en 2020, moins 1 en 2021, moins 16 en 2022, hein, bien sûr, avec la Chine, plus 1 en 2023 et plus 16 en 2024. Donc je vous l'ai dit, tout ça, c'est éligible au PEA. Et le graphique, il est pareil, il se ressemble, hein, bien entendu. Il est pareil sur l'Amundi, PEA, donc Emerging Asia. Donc voilà, on est revenu, vous voyez, une belle zone, hein, une belle zone, la support, voilà, la zone, ça doit être à peu près aux alentours des 21. Vous avez une deuxième zone qui devrait être par là, aux alentours des 19. Et enfin, si vraiment ça part en cacahuète, vous avez toute la zone ici, grosso modo, aux alentours des 17, qui peut être également une zone d'accumulation. Donc pour répondre à la question, ça dépend bien sûr de ce que vous voulez faire, ça dépend de la pondération que vous voulez mettre. Si vous voulez être un petit peu plus sur la Chine, je pense que celui-ci est un petit peu plus approprié. Si vous voulez être un petit peu plus équilibré, eh bien c'est le PAEEM qui est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus intéressant. À titre personnel, moi je joue beaucoup la Chine, donc ça me dérange pas d'avoir du PASI et de jouer du PASI sur repli. Mais après, bien entendu, chacun fait comme il veut. Donc voilà pour cette première partie. Et donc avant juste d'attaquer la vidéo en exclusivité, puisque ça va être annoncé mardi, c'est mardi qu'on lance tout le plan de com avec beaucoup de cadeaux. Et bien, ce que je vais lancer, je suis très content, il va y avoir beaucoup de surprises. Je pense que ça va être un événement hyper sympa, sortir un petit peu uniquement du contexte bourse. C'est un événement qui va s'appeler le challenge 30 jours de sport tout le mois de mai, du 1er au 30 mai. Eh bien, vous allez, si vous le souhaitez, participer à un challenge avec 30 minutes d'activité physique. La marche, par exemple, ça compte aussi, par jour, tous les jours, pendant 30 jours. Donc moi-même, je vais suivre ce challenge. Je vais, bien entendu, partager eh bien, mes activités quotidiennes. Il y a un challenge qui est de deviner la clôture du CAC 40 à l'issue de ce challenge, donc le 30 mai.
Il n'y a pas de relevé de performance, etc. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est juste voilà, de motiver tout le monde vers un événement commun. Il y aura beaucoup de cadeaux à gagner. Il y aura des abonnements NTT, il y aura des cartes cadeaux Nike également à gagner. Il y aura, voilà, il va y avoir des goodies, des t-shirts, des casquettes, etc. Offerts par un bon nombre de sponsors. Ça va être un événement génial. On a peut-être, voilà, on discute avec différentes personnes. Voilà, je vous garde des surprises. Mais ça va être absolument génial. Je suis très content. On prépare ça depuis plus d'un mois et demi désormais. Voilà, pour se dire, ben voilà, aussi un investisseur, il a besoin aussi d'être bien dans sa peau pour être bien dans sa tête. Et donc, je suis convaincu que pour être performant en investissement, il faut avoir un équilibre de vie. Une hygiène de vie quand même plutôt favorable. Et donc dans ce cadre-là, le challenge 30 jours de sport eh bien, a toute sa place. Et donc je compte vraiment sur vous pour eh bien, vous inscrire au challenge, participer donc à ça et voilà, faire le relais sur les différents réseaux sociaux pour qu'on soit tous ensemble dans cet événement. Il n'y aura pas de perdants dans cet événement puisque toutes les personnes qui s'inscriront auront accès également à un webinaire exclusif donc le dimanche 1er juin voilà, auquel il y aura des experts bourses de différents milieux qui viendront vous présenter des valeurs à suivre pour le deuxième semestre. Tout ça, bien entendu, est totalement gratuit. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. J'y mets beaucoup d'énergie depuis un mois et demi, mais je pense que, eh bien, vous allez être nombreux et nombreuses au rendez-vous. Voilà, donc je vous dis tout ça dans les détails eh bien, à partir de la semaine prochaine. Donc préparez-vous si vous n'avez pas de tennis, allez, et si vous n'avez pas de chaussures de course, allez acheter une paire parce que ça pourrait vous servir tout le mois de mai. Voilà pour la surprise. J'espère qu'elle vous plaît. Vous me direz en commentaire. Allez, on passe maintenant eh bien, effectivement, à l'analyse donc des indices et donc du CAC 40. Alors cette semaine, je vous ai, ou plutôt hier, les marchés sont fermés hein, aujourd'hui. Ils réouvriront effectivement mardi. Il y a un phénomène effectivement qui a eu lieu, donc c'est, vous l'avez deviné, bravo à vous d'ailleurs, je me demande à quoi je sers maintenant, puisqu'à chaque fois que vous posez une question, vous avez tous la bonne réponse, mais il y a un phénomène un petit peu particulier qui s'est produit en journalier, sur le graphique journalier sur le CAC 40, c'est effectivement ce phénomène de réduction de volatilité qui est un double inside bar. Double inside bar, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire tout simplement que vous avez une bougie, celle-ci, qui est à l'intérieur de celle-ci, qui elle-même est à l'intérieur de celle-ci, et donc ça tout simplement révèle une réduction de la volatilité qui plus est accompagnée, vous le voyez, par une réduction également des volumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, premièrement, il est impossible. Je vous le dis, hein, voilà, moi, vous savez, je suis un fervent défenseur de l'analyse technique, mais c'est pas parce qu'on est défenseur de l'analyse technique qu'il faut raconter n'importe quoi aux gens. Il est impossible de deviner dans quel sens ça va sortir. Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans 80-90% des cas, sur ce genre de configuration-là, on a derrière une accélération qui est extrêmement intéressante. Ce qui est intéressant dans ces configurations-là, c'est que généralement, quand vous avez une réduction de volatilité sur les indices, vous avez également la même chose sur les actions. Et donc, vous allez voir, si vous regardez, si vous ouvrez vos screeners ce week-end, moi je l'ai déjà fait pour NTT, on a déjà sélectionné des configurations. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont également dans ces situations-là. Donc ça nous donne l'intérêt de ça, c'est que si vous voulez, vous avez une configuration qui vous permet de définir des stratégies avec des très bons ratios gain sur risque parce que eh bien, les invalidations sont extrêmement courtes et que si on casse, notamment par le haut, si on est à l'achat, vous avez également, vu que le marché a beaucoup baissé, eh bien, vous avez des objectifs qui sont intéressants. Vous pouvez viser notamment ici des zones de gap, etc. Donc vous avez des ratios gain-risque qui sont potentiellement extrêmement intéressants. Pardon. Et donc ce qui peut être pour moi en premier objectif, donc si on casse par le haut, pour moi c'est de revenir dans cette zone-là, c'est-à-dire la moyenne mobile ici à 200 jours qui a fait effectivement résistance ici. Et donc voilà, potentiellement ici vous avez l'oblique, hein, souvenez-vous, hein, l'oblique de long terme qui est ici. Et donc pour moi, voilà, l'objectif si on casse par le haut, ce serait
dans un premier temps, de rejoindre, voilà, grosso modo, cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 7500 à 7600 points. Ce serait le premier objectif. Et après, c'est là pour moi où on aura acté un beau rebond, c'est-à-dire premier rebond technique, consolidation, relance, et c'est là où pour moi on aura des difficultés, et c'est là où pour moi on verra si c'est un rebond tout simplement puissant, intéressant, profond, ou est-ce que tout simplement on s'est fait peur et on va aller retenter les plus hauts. Voilà, pour moi c'est le scénario principal. Comme je vous l'ai indiqué dans la première partie, hein, moi à titre personnel, hein, je pense que voilà, on attaque encore une fois. On ne sait jamais, hein, bien sûr, ça peut casser par le bas et on peut aller tout de suite aller chercher les 5006. Hein, et la zone, vous le savez, investisseur, la fameuse zone investisseur. Mais je pense que ça va prendre du temps et je pense qu'on risque de zigzaguer un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Et après, on aura certainement par contre une prise de décision ou par le bas ou effectivement par le haut. Bon, vous le savez, c'est un scénario parmi tant d'autres. En tout cas, c'est le scénario principal sur lequel je travaille. Voilà pour le CAC 40. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, je considère qu'on peut continuer à chercher donc plutôt des achats quand même. Au niveau du CAC Small, le CAC Small, il a très bien rebondi, je dois dire. Pour le coup, voilà, je vous le mets en hebdomadaire. Donc le fameux biseau descendant, hop, on l'a cassé, on fait le pullback. Ici, on construit, on lâche, on fait la relance, on refait le pullback. Donc on est toujours quand même dans une construction avec des difficultés, mais là aussi, hein, il se pourrait bien que, on verra, hein, mais il se pourrait bien qu'on ait une construction beaucoup plus longue, beaucoup plus lente, etc. Donc là aussi, peut-être que on pourrait voilà, avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ça, etc. Et des constructions. Et après, j'espère que quand même, on finira par péter par le haut et relancer. Maintenant, si on revient très rapidement en bas, la troisième touchette en général, elle est en grande difficulté. Et donc derrière, on aura probablement une attaque baissière. Donc, voilà, qu'est-ce qui serait intéressant par contre, hein, moi, la zone de très long terme voilà, qui serait pour moi une très très belle zone, c'est celle-ci. Où là, par contre, je renforcerai vraiment de manière très forte pour mon portefeuille long terme. C'est la zone ici, donc la zone des 9000. Voilà. Mais pour moi, tout n'est pas perdu, loin de là, hein, sur le CAC Small, loin de là. Et pour le moment, je dirais même que, vous voyez, on est en train de tenter de regagner la moyenne mobile à 200 jours, etc. Donc, voilà, pour moi, encore une fois, je vous avais dit, hein, si on repasse au-dessus des 10 800, eh bien, on peut espérer redevenir positif. On va tenter de combler le gap ici. Donc, bon, voilà, pour moi, eh bien, tout n'est pas perdu, loin de là, pour le CAC Small. Alors évidemment, hein, si Donald Trump continue à nous affoler, ce sera dangereux, mais pour moi, on s'est quand même, contrairement au CAC 40, on s'est quand même remis, à mon sens, dans de plutôt bonnes dispositions. On passe aux actions, si vous le voulez bien, et donc bien entendu, hein, on va démarrer par celle qui a fait l'actualité, hein, puisqu'il s'agit bien entendu de LVMH. Donc LVMH qui a beaucoup futé. Alors on va se mettre un peu des graphiques voilà, de long terme, hein. Voilà, beaucoup futé. Et donc on est revenu sur la fameuse zone qu'on attendait depuis longtemps, la première zone, qui est la zone, voilà, des 485, sous les 500. Donc première zone d'investissement, en effet, pour LVMH. Alors, il y a deux, c'est toujours pareil, pensez toujours, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, très important, votre profil. Vous avez le droit d'avoir plusieurs profils, mais il faut bien comprendre quand vous faites un achat, sur quel profil vous achetez. Le profil swing trading, pour moi, sur LVMH, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est une chute en ligne droite, là, de 36% en 10 semaines. Et je dirais même depuis 2 ans de 47%. Donc en réalité, pour le moment, il n'y a pas de configuration, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de construction qui peuvent nous permettre de dire quoi que ce soit. Ça, c'est pour la partie effectivement trading. Maintenant, pour la partie investisseur, contrairement à ceux qui investissaient massivement sur les plus hauts, etc., quelqu'un qui me dit, bon, mais moi, je veux, dans la construction de mon portefeuille long terme, je veux avoir un petit peu d'LVMH parce que l'objectif, c'est 5 ans, c'est 7 ans, c'est 8 ans, c'est 10 ans. Quelqu'un qui me dit, bon, voilà, moi, je vais prendre une petite ligne, je vais commencer une petite ligne ici
aux alentours des 500, que je renforcerai éventuellement si on va sous les 300 de manière plus importante. Donc par exemple, un tiers ici, 2 tiers là, hein, par exemple. Je trouve que c'est pas peut-être totalement insensé. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est le point bas et que je pense que c'est le point bas sur les VMH? La réponse est non, sinon je ferais all-in, sinon je dirais faites all-in, c'est sûr, c'est le point bas. Comme on n'en est pas sûr, eh bien, on y va de manière intelligente, entre guillemets, on fait pas n'importe quoi. Et encore une fois, LVMH, la position d'LVMH doit être une partie de votre position sur le secteur du luxe dans votre portefeuille. Et donc là, on rentre une partie de LVMH qui est une partie du secteur du luxe de votre portefeuille. Voilà, donc véritablement, c'est une toute petite partie au global de votre portefeuille. Donc dans ce cadre-là, oui, je pense que voilà, commencer à construire une position tranquillement sur LVMH, même si en effet on est sur des niveaux de valorisation élevés, on va mettre un pied dans la porte, comme dirait un ami à moi, Laurent, eh bien, ça peut être une idée. Voilà. Donc voilà pour LVMH. Hermès, je vous l'ai dit, elle n'est pas du tout dans la même configuration, pas du tout. Je dirais que c'est grosso modo celle qui résiste le mieux, hein. Hermès, donc voilà, mais malgré tout, alors oui, on est revenu voilà, sur un support, etc. Il y a le support là également. Oui, elle a quand même baissé de 30% également, mais malgré tout, sur de long terme, moi, je trouve qu'on n'est pas sur un niveau d'investissement intéressant. Et donc, voilà, je dis pas qu'elle peut pas remonter, je dis pas qu'elle peut pas aller faire des nouveaux plus hauts, etc. J'en sais rien, mais je pense que vous risquez d'être dans une valeur qui va là aussi construire une espèce de figure de très long terme avec beaucoup de zigzags, beaucoup de voilà. Donc grosso modo, investir là, je pense que le rendement ne sera pas hyper élevé si on fait une moyenne sur 5 ans. Maintenant pour du trading, voilà, si vous avez une petite construction, alors je mets je vais mettre plutôt sur un graphique, voilà. Là, vous voyez par exemple notamment, vous avez une petite construction qui est en train de se mettre en place. Voilà, vous avez une petite construction, donc voilà, là par contre, le swing trader, si on construit, etc., vous achetez au-dessus comme d'habitude de la cassure et vous jouez, pourquoi pas, l'objectif de revenir sur ce niveau-là ou éventuellement sur ce niveau-là. Donc voilà, mais avec une invalidation dessous, etc., etc. Donc là, pourquoi pas. Mais voilà, là pour le coup, vous voyez, c'est la différence entre LVMH et Hermès, c'est que Hermès, pour le coup, elle a encore pas mal de momentum, donc on peut jouer des petits décalages, contrairement à LVMH, mais à contrario, sur du long terme, on n'est pas sur des zones, pour moi, très intéressantes sur Hermès. Là où on commence à l'être sur LVMH. D'accord. J'espère que je suis clair, parce que c'est la fin de semaine, et la semaine encore a été agitée, donc il est possible que la fatigue altère mes propos. Donc je m'en excuse si c'est le cas. Donc voilà pour Hermès, donc Kering maintenant. Bon, Kering, pareil, hein, donc très différente. Alors je vous la montre en mensuel. Donc Kering, pour moi, voilà, on arrive sur la deuxième zone, hein, donc il y avait une première zone qui était là, aux alentours des 200, il y a une deuxième zone qui est ici, aux alentours des 120. Donc voilà, on verra. On peut même imaginer, si vous avez du cash et que vous voulez, voilà, on peut imaginer même une troisième zone également. Bon, c'est aux alentours des 25, donc là, c'est quand même très très bas quand même. Voilà, donc là, par contre, voilà, là, on commence effectivement aussi, hein, donc quelqu'un qui veut prendre, qui veut renforcer un petit peu de Kering, ben, les 100, 100, 120, ça peut être une zone intéressante. Voilà. Swing trading, il n'y a rien à faire. Swing trading, il n'y a rien à faire. Alors oui, on est sur un bas de biseau, tatati, tatata, ok, très bien, mais malgré tout, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, nous, on avait posé un ordre qui n'a pas été déclenché là avec MTT, mais on avait posé un ordre pour jouer du rebond, mais voilà, pour le moment, il n'a pas été déclenché. On peut imaginer, voilà, là aussi une construction, mais ça reste de la contre-tendance, etc. C'est pour du trading. Il faut bien entendu avoir des invalidations, voilà, c'est très important de ne pas vous faire embarquer. Et après, en effet, voilà, si vous avez effectivement la formation ici d'une tasse avec une anse, avec une réduction de volatilité, eh bien, en effet, vous pouvez tenter un achat au-dessus de la réduction de volatilité pour jouer la cassure, etc. Pour aller jouer des objectifs, notamment le gap ici, etc. C'est du trading. C'est un autre profil, d'accord? C'est pas mieux ou moins bien, hein, voilà, c'est juste un autre profil. Vous pouvez être long terme et swing, vous pouvez être que swing, vous pouvez être que long terme, peu importe. C'est juste une question de profil. Et sur les réseaux sociaux, il y a trop de gens qui cherchent tout le temps à opposer tout le monde. Ça suffit de faire ça, ça suffit.
Donc on peut très bien être un très bon swing trader, on peut très bien être un très bon investisseur. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas nous-mêmes un profil particulier qu'on est obligé de le critiquer. Voilà, c'est tout. Au même titre que beaucoup trop de gens encore opposent l'analyse technique et l'analyse fondamentale, alors que le secret, c'est la complémentarité des deux. C'est ça le secret. Le secret, c'est faire une analyse fondamentale pour déterminer, un, quelles sont les bonnes actions, deux, quels sont les bons niveaux de valorisation, et enfin, une fois que vous avez déterminé ça, vous regardez les zones techniques si elles correspondent à tout ça. Et quand vous mêlez les deux avec des signaux techniques, c'est là où vous décupez vos gains. Donc moi, je ne comprendrai jamais, au grand Dieu, jamais, comment il peut y avoir encore des gens qui se disent investisseurs et qui critiquent l'une ou l'autre méthode et qui ne les mettent pas ensemble. C'est là le secret. Pour moi, alors de la réussite, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est le secret de l'augmentation des probabilités de réussir. C'est ça, ce après quoi on court. D'accord ? Bon voilà, pour Kering, L'Oréal, alors L'Oréal, elle résiste également très bien, hein, L'Oréal, très très bien, mais là c'est la même chose, moi je ne suis pas sur un niveau d'opportunité en mensuel, on n'est plus très loin, hein, ça fait un moment que je vous en parle, depuis les plus hauts, je vous en parle, on n'est plus très loin du premier niveau, hein, qui serait voilà, le niveau grosso modo des 300 pour faire simple. Gardez du cash parce que s'il y a crise, vous avez un gros niveau large là, sous les 200 jusqu'à 140, voilà, un niveau d'accumulation qu'on pourrait sous-diviser d'ailleurs, éventuellement, on verra. Mais voilà, gardez un petit peu de cash parce que ce niveau-là, il sera intéressant. Mais si ça lâche, si on a une crise véritablement, hein, beaucoup plus large, eh bien L'Oréal pourrait baisser davantage. Dior, un petit peu le même graphe que LVMH. Voilà, on va arriver petit à petit, hein, on va arriver sur des niveaux intéressants. Hein, ça commence à être des premières zones. Après, il y en a une deuxième. Voilà, vous avez les plus bas Covid aussi, sous les 300 qui peuvent être intéressants. Donc là, un peu à l'image d'LVMH, un petit peu ici et un petit peu plus sur cette partie-là, concernant ça. Donc voilà, grosso modo pour le secteur du luxe. On fera en fin de vidéo également Ferrari. Hein, je sais que c'est une valeur que vous intéressez, mais vous verrez que Ferrari, pour moi, elle est un petit peu dans la configuration de Hermès. C'est-à-dire qu'elle résiste beaucoup, elle résiste très bien, mais elle est en phase de normalisation aussi. Et je pense qu'elle aussi, en termes de performance, elle va rentrer, elle est rentrée d'ailleurs, je pense, en phase de normalisation. Alors, le secteur auto, on va voir Stellantis et on verra plus tard également Renault. Donc, le secteur auto, alors Stellantis, c'est un massacre. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un massacre. Regardez-moi ça un petit peu. Donc, depuis les plus hauts de mars, il y a un an, en un an, le titre a abandonné, rendez-vous compte, la bagatelle de 72%. Ce qui nous rappelle que tout arrive en bourse. Voilà, tout arrive en bourse. Maintenant... est-ce que c'est grave, docteur? La réponse est oui. Maintenant, est-ce qu'on commence à arriver vraiment sur des très belles zones, malgré les difficultés de Stellantis, etc., dont j'ai très bien conscience? La réponse, pour moi, c'est oui. Quand on regarde le graphe de Stellantis depuis 1992, le graphe, il est quand même assez clair. Si je suis je fais les choses de manière extrêmement vulgaire, grosso modo, ça, c'est une zone d'opportunité sur 25 ans. Pardon, 1980 sur 35 ans, et ça, c'est une zone plutôt de vente, hein, sur 35 ans. Donc, maintenant la question c'est de savoir, est-ce que Stellantis survivra? C'est ça la question que vous devez vous poser. Si vous pensez que Stellantis ne survivra pas à cette crise, notamment sur le secteur auto, à ce moment-là, oui, effectivement, il ne faut pas acheter du Stellantis. Donc ça, le problème est réglé. Par contre, si vous vous dites, ok, Stellantis est en grande difficulté, c'est quand même un grand groupe qui finira de toute manière par se relever tôt ou tard, pour moi, cette zone-là, dans un premier temps, et sous les 5 euros, 4 euros, etc., ce sont des zones d'opportunité long terme. La question que vous devez vous poser, c'est toujours la même, en fait. C'est dans une optique de temps pour viser, alors on va dire on est en 2025, on vise 2035, 10 ans. Donc voilà, 2035, 10 ans, c'est là. À partir de là. Hein. La question c'est, comment vous projetez la suite en fait? Est-ce que vous projetez que Stellantis va faire ça, que Stellantis
va faire plutôt quelque chose comme ça, ou est-ce qu'au contraire, vous projetez que Stellantis va faire quelque chose comme ça? Si vous projetez dans votre tête que l'image, ce sera plutôt ça, effectivement, il ne vous faut pas acheter du Stellantis. Si vous projetez plutôt ce scénario ou ce scénario-là, ou même un scénario de baisse supplémentaire, voilà, baisse supplémentaire, mais que derrière, éventuellement, on retournera, donc là, à ce moment-là, c'est quelque chose, c'est une opportunité. C'est ça qu'il faut vous poser. La réalité, moi, je ne la connais pas. Je ne connais pas l'avenir. Je ne peux pas vous dire Stellantis, il faut acheter, Stellantis. J'en sais strictement rien, les amis. Par contre, ce que je peux vous dire, de manière très claire, c'est que si vous pensez que Stellantis sera toujours là dans les 10 prochaines années et traversera cette crise comme elle a traversé les précédentes, n'oublions pas, regardez, en 2007, c'est une valeur qui avait perdu jusqu'à moins 92%. Est-ce qu'elle s'est relevée ensuite? La réponse, c'est oui. Voilà. Donc, si vous pensez que à nouveau, elle se relèvera ensuite, eh bien, oui, je l'affirme, on commence à arriver sur des zones très intéressantes pour un investisseur qui y croit. C'est tout. Voilà. Maintenant, là aussi, vous allez prendre 100 paris, entre guillemets, dans votre portefeuille. Il y en a 30 qui vont être des échecs cuisants. Voilà. C'est pour ça que la pondération et la diversification dans votre portefeuille est méga importante. Vous avez un sac de billes, de 100 billes, et vous mettez une bille sur chaque valeur, sur chaque avec chaque pondération, etc. Dans l'espoir que il y a des billes qui vont... Voilà, une bille va vous rapporter une bille. Il y a des billes qui vont disparaître parce qu'il y a des actions, il y a des entreprises qui vont disparaître. Et il y a des billes, parfois, peut-être comme Stellantis, vous mettrez une bille par là, et la bille à 5 euros ou à 6 euros, elle va se transformer plus tard en bille à 20 euros, et vous aurez mis voilà, une bille dans le jukebox, et puis finalement, ou une pièce, et puis finalement, le jukebox va vous en rendre 3. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que un investisseur long terme ne gagne pas 100% de ses paris, même si j'ai pas le mot pari, mais 100% de ses investissements, si vous voulez. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est essentiel, en fait, finalement, dans votre construction de portefeuille long terme. OK? Donc voilà pour Stellantis. Bon, Engie, j'ai pas grand-chose à dire. C'est hyper ferme. Bon, vous le savez, c'est ma conviction. Hein. C'est ma conviction de 2025. Elle ne nous a pas déçus. Donc déjà, fin 2024, là-dedans, on en parlait beaucoup. Bon, depuis, il n'y a rien à dire. On a repris 30%. Donc, il n'y a rien à dire. C'est très, très ferme. Là, ceux qui n'en ont pas, hein, pour moi, chaque présentation de figure de continuation, il faut tenter d'acheter. Bien sûr, on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 200 mois. On repasse au-dessus également. On est repassé, on a redressé la moyenne mobile, toujours le même setup. Hein, baisse, aplatissement et redressement de la moyenne mobile à 200 semaines. Donc voilà, c'est des setups que vous connaissez, qu'on présente régulièrement. C'est une application stricte de la méthode. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à Engie au départ. Et ça nous a bien évidemment très bien réussi. Air Liquide, on est dans une configuration similaire hein, que celle de L'Oréal, avec une action, oui, qui est très haussière. Pour moi, c'est pas extraordinaire. Première zone, et encore, voilà, à voir. Première zone, c'est le bas de canal. Bon, le bas de canal qui avait bien réussi par le passé, qui avait été des belles zones. On verra pour la suite. J'ai une deuxième zone qui est là. C'est la zone, grosso modo, des 118, 112. La première zone, je peux vous donner un chiffre, mais en réalité, ça va dépendre, encore une fois, de la vitesse à laquelle on va sur le bas de canal. Si c'est là, vous n'aurez pas le même prix que si ça fait ça. D'accord? Donc, le prix ici n'est pas le même là. Donc, ça dépend de la vélocité, entre guillemets, de la baisse. Mais là, au moment où on se parle, ce serait plutôt aux alentours des 145, 150. Ok? Eurofin Scientifique, pour moi, ça construit toujours. On est toujours sur une belle zone, effectivement, de long terme. Voilà. Typiquement, hein, moi, c'est toujours la même. La zone des 43, 44, 45, c'est une belle zone pour de l'accumulation. La deuxième zone d'accumulation long terme, elle est plutôt là, aux alentours des 27. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a, voilà, je vous l'ai dit, on a potentiellement, ça ressemble en tout cas à une fin de structure. Il va falloir que ça sorte par le haut, rien n'est fait. Mais en tout cas, effectivement, ça ressemble globalement à une fin de structure. On va la suivre, on la suit de très très près au Eurofin Scientifique. C'est une entreprise à titre personnel qui m'intéresse beaucoup. Allez, j'accélère un peu parce que comme d'habitude, je traîne les semis, ASM, les ASM, donc ASM International. Voilà, pareil, pour moi,
voilà, vous avez proposé deux zones, je vous avais proposé la zone des 366 et la zone des 212, je ne change rien à ça. Donc ça c'est pour les investisseurs, pour les traders. D'ailleurs, nous on a, on l'a pas posé, on le pose justement pour ce week-end, comme ça vous avez un plan de trade que je propose. Alors c'est de la contre-tendance, hein. C'est de la contre-tendance, mais effectivement, pourquoi pas. Donc investisseur comme trader, il y a peut-être quelque chose à tenter. Le holding, ASML holding. Alors là, on a traversé la zone. On a traversé la première. Vous avez proposé deux zones. Vous avez proposé donc la zone ici des 621 pour les investisseurs long terme. La deuxième zone, elle est beaucoup plus basse, aux alentours des 400, donc entre 420 et 360. Ok, donc voilà un petit peu pour les différentes zones. Bon, là, on a rebondi sur ce support-là, mais est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. Donc voilà pour les deux zones. Idée logistique, c'est une super valeur, idée logistique, mais pareil, je l'attends un petit peu plus basse. Voilà pour idée logistique. Hop, je me mets en mensuel. Voilà. Vous avez également ce support-là, voilà, pour les plus pressés. Vous avez éventuellement donc deux zones. Voilà, vous avez ce support-là qui peut être pas mal. Et ensuite, vous avez éventuellement un petit peu plus bas. Donc, on va dire à la louche, ça dépend encore une fois de l'amplitude de la baisse et de la vitesse de la baisse. Mais grosso modo, sous les 300. Et on va dire, alors ça pourrait correspondre un petit peu plus tard, on verra, mais ça peut correspondre à une zone également de... Le top, c'est quand vous avez le mélange, en fait, la coïncidence entre effectivement un support oblique et un support horizontal. Ça, c'est le top, parce que les gens, les investisseurs qui cherchent les supports horizontaux, ils sont là. Les investisseurs qui cherchent les supports obliques, ils sont là également. Donc là, vous avez généralement beaucoup plus de chances de réussir. Donc si on arrive là, voilà, sous les 230, ça peut être vraiment une belle opportunité. Donc peut-être 30% de manière agressive, et éventuellement le complément. Par là, Renault qui se rapproche petit à petit de la zone que l'on veut de long terme. Je vous mets voilà, elle est là, la zone, la fameuse zone en hebdo, ce sera mieux. Donc voilà, petit à petit, hein, ça peut mettre du temps, mais peut-être que on aura enfin ma zone. C'est une zone qui m'intéressera. Il y en a une deuxième qui se situera plutôt, voilà, une belle zone ici, zone de friction ici, zone de friction ici. Donc éventuellement, ça peut être également une belle zone, donc sous les 25 jusqu'à 20 € pour Renault. Carrefour, toujours la même chose. Alors évidemment, c'est très baissier. Nous sommes bien entendu d'accord, mais c'est une très très belle zone de long terme. Donc il faut que ça tienne absolument. On a potentiellement également la fabrication d'une fin de structure, mais voilà, il faut sortir par le haut et il faut arriver à casser tout ça. Donc pour moi, un premier signal, juste premier, au-dessus des 13,65 € éventuellement, on pourra commencer à parler de minimum de rebond pour aller chercher cette zone-là. Et après, pour moi, le signal de retournement de long terme, ce sera uniquement par la cassure de cette très très vieille oblique en rouge là. Donc voilà, à contrario, bien sûr, hein, si on repasse sous les 12 €, attention, on pourrait avoir une nouvelle accélération à la baisse. On passe à Pluxee. Alors Pluxee, elle est devenue illisible. C'est étonnant d'ailleurs, hein. C'est étonnant, elle est devenue assez illisible, assez erratique. Alors voilà, hein, l'analyse technique, encore une fois, hein, même si je défends, vous le savez, l'analyse technique, bah, il y a des fois où c'est beaucoup moins lisible, et là c'est le cas. Alors autant la première partie, elle avait été extrêmement lisible, avec ce fameux biseau descendant, belle congestion, on a cassé, on a très très bien construit. Donc grosso modo pour moi, allez, même jusque là, pour moi, c'était quand même grosso modo très lisible. Voilà, c'était très propre, des belles constructions. Puis depuis, c'est un petit peu le chaos. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire, très sincèrement. Donc c'est rare que je me mouille pas, mais là, pour le coup, c'est quand même... Voilà, je trouve qu'elle fait pas mal de faux départs, etc. Donc ça reste pour moi une config à suivre, hein, bien entendu. Mais il va falloir attendre vraiment quelque chose de très propre pour qu'on ait véritablement une idée de ce qui est en train de se produire. Voilà, on verra. Si éventuellement on revient là, effectivement, et qu'on a une belle congestion, je reviendrai vous voir en vous disant, bon ben là on tente quelque chose. Mais malgré tout, on le voit, hein, depuis depuis là, etc. Bon ben voilà, c'est erratique. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est qu'il faut encore patienter sur Pluxee. ESSO, la configuration est pas mal du tout, ESSO. Voilà, donc là c'est pareil, ben voilà, décidément vous êtes gâtés. C'est une proposition de trade pour également la semaine prochaine sur ESSO. Donc bon, je trouve que c'est pas mal.
Ça tient, on repasse au-dessus de la moyenne mobile, on est en train de construire, il y a une très très belle réduction de volatilité là, voilà, c'est ça qui m'attire, vous l'avez compris bien sûr, avec également, vous l'avez vu, la réduction des volumes. Donc voilà, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais en tout cas, on a un setup qui se dessine et les objectifs sont canons, puisque l'objectif ce serait de revenir aux alentours des 165 et éventuellement un petit peu plus haut. Après, donc c'est plutôt pas mal. La grosse déception cette semaine, énorme déception, je vais vous la mettre en mensuel, c'est Katana. Katana, donc vous avez proposé deux zones, hein. La zone ici, donc on est venu la transpercer pour le coup. Oh mince, bon, attendez, je déplace ça, voilà. On est venu la transpercer, on a même ouvert dessous, je crois. Donc voilà, la zone ici des 3,60 €, transpercée, communication, alors résultat pas bon hein, de Katana, mais alors communication désastreuse, je n'ai pas trop compris là. Donc voilà, en tout cas, c'est une première zone. Est-ce qu'on va aller directement vers la deuxième, c'est-à-dire sous les 2 €? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que quand on lit la communication du groupe, en plus ils n'ont pas trop alerté avant, ils n'ont pas été super cool. Donc ouais, franchement, je sais pas trop quoi dire. Alors autant c'est un titre que j'adore, enfin que j'adorais, autant là, franchement, la communication là, franchement, si la communication n'avait pas été si catastrophique, je pense que j'en aurais pris pour du long terme. Et la communication, la publication, bon, voilà. Donc je vais attendre à titre personnel pour en prendre. Je la surveille quand même, mais je vais attendre de voir ce que va me donner le marché, voilà, ce que va dire le marché. Donc soit effectivement on a à partir de là une construction, on a une réduction de volatilité, on a des décisions techniques de reprise, donc là pourquoi pas, soit directement le marché continue de sanctionner et là on va chercher la deuxième zone et là quand même sur cette zone là, bon pour du long terme il faudra commencer quand même à se gratter la tête. Voilà grosso modo mon sentiment. Forvia elle a rebondi mais elle a pas rebondi n'importe où, elle a rebondi sur les plus bas historiques. Ça fait longtemps hein, qu'on parle des plus bas historiques sur Forvia, bah, ça n'a pas loupé, hein. Voilà. Donc c'est les plus bas de 2008, les plus bas de 2009 plutôt, de la crise. Hein. Impressionnant, très très impressionnant là aussi, hein. Un graphique un peu à l'image de Stellantis, hein. Lorsqu'on est là où il faut faire attention, et si vous croyez en la valeur, ben, lorsqu'on est plutôt dans ces zones-là, voire dans ces zones-là, eh bien c'est plutôt des zones d'investissement. Maintenant c'est un titre qui est en grande difficulté également, j'ai pas grand-chose à vous dire sur Forvia. Au niveau de l'analyse technique, le point positif c'est qu'en effet, vous avez eu, bon certains peut-être l'ont joué, je sais pas, mais vous avez eu en effet, je nettoie un peu tout ça, vous avez effectivement un petit setup là de construction avec effectivement, vous voyez, la tasse avec anse, bon voilà, éventuellement il y avait un achat possible au-dessus des 6,27 €, 6,28 € avec une invalidation ici, pourquoi pas. Mais voilà, c'est du trading de contre, donc il faut quand même faire extrêmement attention. Steve qui continue de nous faire régaler. Attention quand même à chaque nouveau plus haut. Donc Steve, nous en avions parlé, bien entendu. Bon, au départ, on en avait parlé là, on en a parlé là, on en a parlé là. Bref, là, il y a eu un super setup également. Superbe, je nettoie tout ça parce que c'est du passé maintenant. Superbe congestion. Donc là aussi, c'était quand même pas mal. Mais gap haussier, derrière pullback et on redémarre. Donc c'est canon. Maintenant, voilà. Là aussi, attendez des setups. Ça, c'est pas un setup d'achat hein, pour moi. Setup d'achat, encore une fois, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà, c'est là, là. Ça, c'est des setups d'achat. Là, non, je pense même que les volumes sont élevés. Regardez les volumes, voilà, par rapport au passé. Vous voyez, là, ça, vous voyez, des réductions de volume, ça nous intéresse. Hein, par le passé, là aussi, réduction des volumes. Là, j'en parle même pas. Là, regardez, les volumes sont énormes par rapport au passé. Hein. Donc, attention, voilà. Ça ne veut pas dire que ça va pas continuer à monter, encore une fois. Hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que, pour moi, la porte d'entrée n'est pas suffisante. VK, elle a rebondi. C'est pas la zone que j'attendais pour le rebond, mais elle a quand même rebondi. Donc voilà, vous avez éventuellement, j'ai mal tracé d'ailleurs, il est là le support. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, il a rebondi sur ce support-là. Voilà. Donc pour le moment, en effet, c'est pas mal. Moi, vous le savez, c'est une valeur qui m'intéresse. Mais voilà, si on revient à nouveau là, si on fait un retest, éventuellement, on tentera quelque chose. Sinon, on attend la réduction de volatilité. D'ailleurs, vous en avez une petite là, de réduction de volatilité. Donc voilà, pour vraiment les plus agressifs, il y aura peut-être quelque chose à tenter également au-dessus de la congestion si ça continue pour aller jouer des nouveaux plus hauts récents. Crédit Agricole, donc c'est le graphe mensuel qu'il faut regarder sur Crédit Agricole avec notamment le mensuel.
Voilà, donc on avait effectivement ce très beau niveau, travail ici, travail ici, travail ici, travail ici, travail ici. On a cassé, pullback, pour moi c'est acheté. Pour moi c'est acheté, c'est bien parce que c'est facile, vous avez une invalidation de long terme qui est assez claire, qui se situe sous les 13,40 €. On passe sous les 13,40 €, gros danger. Mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. Il y a trop de volatilité pour moi sur Crédit Agricole pour tenter un swing. En revanche, si effectivement on a un pattern qui se dessine, pardonnez-moi, à un moment donné, ben, pourquoi pas. Voilà, là on a, hop, voilà, potentiellement, si on a quelque chose qui se dessine dans les prochains jours, on tente éventuellement une cassure. Ok, toujours pareil, hein, les amis, il n'y a rien qui change. Sarto, donc Dim, plutôt pas mal cette semaine, belle réaction. Maintenant, voilà, si je me mets sur un graphique mensuel, je sais pas trop quoi dire, si ce n'est que, bon, voilà, ça construit. Là aussi, ça ressemble un peu d'ailleurs à Eurofin Scientifique. Ça construit. Est-ce que on est en train, voilà, de construire enfin une fin de structure, quelque chose comme ça? Pourquoi pas? Mais pour le moment, il y a trop de volatilité. Il faut attendre pour éventuellement un graphe. Un swing trading. Voilà, un swing trading, il faut plutôt attendre. Donc après, voilà, après les zones d'investissement, voilà. Alors vous avez d'ailleurs là, ici, là, vous avez, je l'ai, à mon avis, le support il est propre, autant le tracer. Voilà. Voilà, vous avez une belle zone. Donc voilà, cette zone-là, en effet, 150 €. Et après, un investissement long terme. Donc cette zone-là, si on y revient, pas mal. Et ensuite, en investissement long terme, vous avez une belle zone de friction également qui est là, qui pourrait être intéressante, c'est-à-dire sous les 76, sous les 70 jusqu'à 43 €. Ça peut être les deux zones pour pouvoir investir sur Sartorius. ADP, la zone, on l'attendait, on l'a eu. Elle était là. Donc voilà, la zone de très long terme, vous le savez. Je vous l'avais présenté. Plus bas ici, support, 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 support. On attendait la zone ici. Ça n'a pas loupé. 89 €. Donc là, pour moi, voilà. Éventuellement, c'est ceux qui voulaient prendre une première position, c'est quand même plus de 15% de rebond. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça veut dire que le point bas a été fait? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est déjà une première zone. La deuxième zone, investisseur de long terme. Vous voyez, toute la zone ici. Là. Deuxième zone d'investisseurs de long terme. Voilà, pourquoi pas cette zone-là, on va dire sous les 66 €. ICAD, on est sur des plus bas historiques sur ICAD, donc il faut le suivre. C'est un dossier qu'il faut suivre. Malgré tout, pour le moment, voilà, on a des marteaux qui apparaissent en mensuel, mais pour le moment, on n'a pas de signal propre de retournement. On est sur les plus bas de 2000, en effet, donc c'est éligible uniquement contre titre sur ICAD. On avait cette fin de structure en biseau descendant, géante ici, on l'a cassé, derrière on revient, etc. Donc voilà, on n'arrive pas, je vous avais indiqué ici, qu'il fallait casser cette congestion par le haut, on ne l'a pas fait. Donc tout ça est donc à refaire. Et donc, là aussi, voilà, pourquoi pas tenter désormais ici la structure comme ceci et la cassure par le haut du biseau descendant. C'est le signal qu'on attend. Voilà, tac, 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 tac. Et éventuellement la cassure. Et le top, c'est qu'on ait la petite figure ici pour la congestion et jouer la relance. Contrario, si vous commencez à péter les plus bas historiques, les 17 €, il faudra faire et être extrêmement vigilant. MG Digital, apparemment, il y a des achats dirigeants, ce que j'ai vu passer. Ou des rachats d'actions, je crois. Des rachats d'actions plutôt. Oui, des rachats d'actions. Mais je ne sais pas si c'est des dirigeants eux-mêmes ou de l'entreprise elle-même. C'est ça qu'il faut vérifier. Bon, peu importe. Bon, voilà, on a une très très belle zone de long terme quand même qui est là. Voilà, donc à suivre éventuellement. Et après, bon, voilà, peut-être une fin de structure. Voilà, peut-être une fin de structure à dessiner. Voilà, on verra. À suivre. Mais pour le moment, j'ai rien. Pour le moment, j'ai rien sur MGI Digital. Bonduel qui construit toujours bien. Voilà, Bonduel qui construit toujours bien, je vous la montre en hebdo. Alors attention, c'est très baissier. Hein. Et si on lâche, on ira voir les plus bas historiques ici, aux alentours des 3 €. Malgré tout, le biseau descendant a été cassé par le haut. On est sur la construction, on a fait le pullback. On est toujours sur la même zone, donc c'est plutôt pas mal. Il va falloir bien sûr briser ce niveau-là pour pouvoir espérer davantage sur le titre. Donc on va suivre notamment un éventuel passage au-dessus des 8 €, 8,05 €. Euraseo, on va s'approcher petit à petit vers une zone de long terme, je pense. Voilà, la zone de long terme, on l'attend depuis longtemps.
elle est là. C'est les plus bas ici, les plus bas ici, les plus bas là. Donc on remonte éventuellement. Et là, vous voyez, on pourrait avoir, pareil, une concordance des niveaux techniques. Voilà, éventuellement, toute cette zone-là, on va dire, sous les 51 jusqu'à 48, ça peut être une belle première zone. On verra pour les zones suivantes. Il y a peut-être cette zone-là aux alentours des 35-37. Bon, on verra un petit peu plus tard. On passe aux US, les amis, avec Amazon. Donc Amazon, c'est ma chouchou, vous le savez, mais pour moi, on n'est pas encore sur la zone. Donc elle a bien baissé, Amazon, elle a bien baissé, c'est vrai, elle a perdu jusqu'à 33%. La première zone pour moi, c'est sous les 145 et idéalement, voilà, le canal. Donc si on baisse beaucoup plus vite, on ira chercher là, mais sinon, si c'est plutôt, comme je le pense sur les actions US, si c'est plutôt quelque chose qui va ressembler à ça, bon, ce sera plutôt cette zone-là. Et enfin, derrière, vous avez une deuxième zone, un petit peu plus là, voilà, qui peut être également intéressant, donc sous les 97 jusqu'à 78 $. Arista Network. Ouh, ah oui, en effet, donc Arista Network, bon, on va mettre un graphique mensuel, pas grand chose à dire, sur Arista. On verra là aussi la puissance de la chute, hein. C'est la vélocité de la chute qui va permettre de nous dire si effectivement nous avons. Donc là, oui, effectivement, il y a un petit support qui est joué. Bon, est-ce qu'il va tenir ou est-ce qu'il va juste générer du rebond avant éventuellement le support, éventuellement repartir? Je ne sais pas. Donc pour moi, plutôt une zone là et plutôt une zone. Voilà, on verra. Bon, on verra pour la deuxième zone. Il faut que je le travaille avec les volumes, etc. Mais voilà, vous avez des zones par là, 35, éventuellement 16. Bon voilà, mais déjà, si on revient à proximité du support oblique, hein, les amis, ça peut être déjà intéressant. Taïwan, très belle valeur également, semi-conducteur, elle est là, donc en mensuel, très belle valeur. Elle a rebondi sur les sommets, hein, grosso modo, hein, les sommets là, de janvier 2021, comme beaucoup de valeurs américaines. Maintenant, là aussi, je pense qu'on est sur une phase de normalisation. Voilà, je pense qu'on risque d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus long. Donc vraiment sur excès baissier à proximité du support oblique, pas avant. Alibaba, donc j'ai repris, moi voilà, je vous ai tout avancé, hein, tout a été avancé. J'ai repris comme prévu sur les 100 $. Donc souvenez-vous, hein, on avait pris les 80 et quelques, la cassure ça devait être par là. C'était au-dessus de ça, voilà, c'est ça, 79. Donc j'ai pas tout vendu en haut, mais j'ai eu un tiers à peu près de position qui a été vendue en haut, donc c'était plutôt pas mal. Et je vous ai dit, non, je suis toujours positif sur Alibaba, mais je rachèterai si on vient sur les 100 avec le renfort sous les 66, 67, peu importe. Et donc effectivement, j'ai repris demi-position donc sur les 100, 99 et des bananes. Donc voilà, maintenant est-ce que ça va tenir? J'en sais rien les amis, je voulais partager le jour où je vous l'ai fait, en toute transparence, sinon ça sert à rien de dire tout et son contraire le lendemain. J'essaye d'être cohérent, c'est ce qui s'appelle le respect avec celles et ceux qui me suivent. Voilà, alors parfois je dis j'achèterai et puis je loupe l'opportunité, ça c'est autre chose, mais je vous le dis, quand je loupe, mais là je vous le dis, voilà, Alibaba, j'ai pris, au même titre que Nvidia qu'on va voir, mais ça vous le savez, je vous l'ai dit la semaine dernière. Voilà. Est-ce que c'est les points bas? J'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que Alibaba, aux alentours des 100, pour du long terme, pour une première position, c'est plutôt pas mal. Ferrari, donc graphique différent, mais plutôt qui s'approche plutôt avec celui de Hermès. Donc pour moi, c'est une phase de normalisation. Donc on avait parlé de ce support-là, hein, c'est les plus bas ici de mai, donc on a un rebond. Mais voilà, moi ce que je pense, hein, c'est que voilà, de manière beaucoup plus générale, on est en train en fait, hein, de se normaliser sur le titre, ce qui est tout à fait normal, hein, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait sain. Donc on va être sur une phase effectivement ouais, probablement de range, de construction de figures. Donc il faut, pour moi, hein, il n'y a pas d'opportunité réelle pour un investisseur long terme sur Ferrari, sur ces niveaux-là, techniques et niveau de valorisation. Un peu d'ailleurs comme Broadcom, qui est une très très belle valeur, qui a beaucoup corrigé. Pardonnez-moi. Qui a beaucoup corrigé. Bon, j'enlève toutes les analyses précédentes. On avait parlé effectivement donc, de la zone de support oblique, mais voilà, je pense là aussi, même sur Broadcom, hein, même qui est une super valeur, je pense que là également, on est sur une phase voilà, qui risque d'être très longue de normalisation.
Voilà. Et éventuellement, on repartira. Donc là aussi, grosse valeur, très belle valeur, mais je pense qu'on va avoir une longue et lente digestion. Nvidia, je pense également que ça peut être la même chose. En mensuel, non, en hebdo, oui. Donc voilà, je vous avais proposé les achats. Donc moi j'ai acheté, alors c'est en euros, donc j'ai pas fait la conversion, mais c'est même moins cher en réalité. J'ai acheté moins cher que le graphique. Pourquoi? Parce que j'ai acheté en pré-market. Donc pour le coup j'ai eu un point encore meilleur, mais bon voilà, grosso modo la zone elle était là, ça faisait des mois qu'on l'attendait, vous le savez, donc voilà, là c'est pareil, il faut que je sois cohérent, quand je vous dis on achète le bas de canal, quand ça se présente on achète, mais là aussi il faut bien avoir conscience que ça peut aller plus bas, la réponse c'est oui, ça peut aller plus bas, et donc la deuxième zone elle sera sous les 50 jusqu'à 38$. Au niveau des titres à suivre, alors j'en ai deux comme promis. Je me suis noté parce que j'oublie à chaque fois. ACFA, alors c'est deux trends baissiers, hein. Donc il faut faire attention. ACFA, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pété les plus bas historiques. Mais on a une phase de congestion qui est en train de se matérialiser. Donc il va falloir la suivre. Je vous donne toujours en avance, hein. À suivre, ça ne veut pas dire à suivre pour lundi, enfin pour mardi. C'est plutôt voilà, à suivre parce qu'on a une phase de congestion pour vous et du rebond technique, hein. Et pas pour aller chercher voilà, le point bas. Si on a le point bas, tant mieux, on gardera une position. Mais c'est plus pour aller jouer à minima, voilà, dans un premier temps, un rebond technique. Et après, on verra pour le rebond technique, pour voilà, toute cette zone-là aux alentours des 1,28 €. La deuxième, si vous la connaissez, c'est Reworld. Vous savez, elle avait pété le biseau descendant, et puis bon, le marché a fait que, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, on est sur une belle zone, etc. Et là, c'est plus côté trading également, voilà. Donc le biseau descendant, on l'a cassé, hop. Et là, on a à nouveau une belle phase de construction. Belle phase de construction, je n'ai pas regardé les volumes, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Mais je pense qu'on a des volumes également en ralentissement, voilà. Oui, oui, très, 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 très beau ralentissement des volumes. Donc, très intéressant. Pourquoi pas un achat au-dessus des 1,50 €. Alors, attention, c'est volatile, hein, donc là aussi, il faut faire attention. Vous mettez voilà, plusieurs choix de stop. À vous de voir. Peut-être des stops en clôture journalière. Pareil, je ne sais pas au niveau des publications, donc toutes les valeurs, allez voir ce week-end quand est-ce qu'elles publient, parce que si elles publient, ne prenez pas les trades, ça ne sert à rien. Donc, voilà un petit peu pour, grosso modo, pour Reworld Media. Et puis, bien sûr, le screener Trend Following. Donc, on m'a demandé le screener, comment il avait été construit. C'est dans l'espace membre, hein. C'est dans l'espace membre. Vous avez le code qui est ouvert Pro Real-Time. Donc, voilà. Pareil, il y en a qui... alors, moi, je vous le dis aussi, je vais vous faire une vidéo parce que j'ouvre un compte chez Pro Real-Time pour trader directement sur les graphiques et avoir accès à toutes les matières premières, etc., etc. Donc pareil, je sais qu'il y en a qui voulaient que je filme l'ouverture de compte sur Pro Real-Time. Je la filme et donc là j'ai fait la première partie, on est en train d'ouvrir tout le reste. Je vais filmer toute la partie d'ouverture de compte chez Pro Real-Time, comme ça, celles et ceux qui veulent faire du training actif sur les graphiques, vous pourrez visionner et être accompagné avec cette vidéo-là. Voilà, je fais le maximum vraiment pour vous accompagner pour tous les profils, que ce soit long terme, que ce soit court terme, voilà, trading, etc. Pour qu'au moins vous ayez tous les supports, tous les contenus pour pouvoir être accompagné de A à Z. Après, les choix sur les valeurs, sur les profils, c'est à vous de prendre vos responsabilités, c'est pas à moi, je suis personne pour vous dire faites ci, faites ça, je suis juste là pour vous proposer du contenu gratuit et vous accompagner du mieux que je peux avec quelques-unes de mes qualités et mes gros défauts. Voilà, les gros défauts c'est ma femme qui me le dit tout le temps. Bon, voilà, grosso modo, ok. Donc voilà pour cette vidéo, merci 1000 fois pour votre soutien. Semaine prochaine, j'annonce un gros événement, je compte sur vous véritablement pour vous inscrire, encore une fois l'inscription vous verrez sera gratuite, etc. On va faire un truc de fou pour le mois de mai ensemble, ça va être génial, donc voilà, soyez attentifs, quand ça sort, je vous laisse une dizaine de jours pour l'inscription, et pour deviner la clôture du CAC fin mai, et ensuite on fait le challenge 30 jours de sport tous ensemble. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end de Pâques, profitez de vous, des enfants, des proches. C'est des moments importants. On a un début d'année quand même difficile hein, sur les marchés, nerveusement difficile.
On a laissé beaucoup d'énergie, moi aussi j'ai laissé beaucoup d'énergie. Donc il faut profiter de ces petits moments pour tenir jusqu'à l'été. Et l'été, on essaiera de souffler et pour ma part, de prendre l'air un petit peu de la mer. Voilà, vous savez à quel point je suis attaché à la mer. Bisous à tous, bon week-end et on se retrouve vendredi prochain. Bye.